Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. But I also tell my students it's important to also break the rules, because that's when the story really comes forward, when you dare. Mais je dis aussi à mes élèves qu'il est important d'effreindre les règles, parce que c'est là que l'histoire se révèle vraiment, quand on ose briser les règles. Mais il est vraiment utile de connaître les règles avant de les briser. Bonjour Nicole Denisben. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast aujourd'hui. Thanks for having me. Nous sommes donc à Vincennes pour le Festival America et je vais vous présenter à nos auditeurs. Nicole Denisben, vous êtes d'origine jamaïcaine. Vous êtes née et avez grandi en Jamaïque. Oui. Mais maintenant, vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Oui. Vous enseignez l'écriture créative à l'université de Princeton. Nous en parlerons plus tard parce que ça m'intéresse de creuser cette question de la creative writing. Vous habitez à Brooklyn. Oui, avec ma femme et mes 2 garçons, 2 fils. Parfait, j'ai les bonnes informations. Mais surtout, vous êtes l'auteur à succès de 2 romans. Donc en 2016, le premier roman s'intitule Here Comes the Sun. Le titre français est Rends-moi fier. Et en 2019, votre nouveau roman s'appelle Patsy. La traduction française est Si le soleil se dérobe. Et il a été publié cette année même en France. Beau titre français d'ailleurs. Donc en France, votre éditeur sont les éditions de l'Aube. Et votre traductrice s'appelle Benoît Dauvert. Tout à fait. Ma première question sera donc, quel a été l'élan qui vous a donné l'envie d'écrire ? Tout d'abord, je commençais à écrire au lycée. J'écrivais des histoires. J'étais une lectrice, une grande lectrice. Je lisais Sweet Valley Twins, The Baby Sisters Club, le livre de Nancy Drew. Je lisais tout le temps et j'écrivais donc mes propres histoires. Je pensais que c'était une activité amusante. Mais lorsque j'ai immigré aux États-Unis à 17 ans, j'avais vraiment le mal du pays. Et l'écriture est devenue un réconfort pour moi. Je commençais à écrire des poèmes. Je commençais à écrire à la main tout ce qui me venait à l'esprit dans mon journal. Et c'est ainsi que j'ai pu garder un certain sens de moi-même et d'être moins seule. C'est donc à ce moment-là que je commençais à écrire sérieusement, je pense. Mais je ne le montrais à personne. C'était juste moi qui écrivais pour moi-même, pour soigner mon mal du pays. Et j'ai écrit en secret tout au long de mes études universitaires, de mes études supérieures, de ma carrière dans la santé publique. Et jusqu'à ce que je rencontre ma femme, qui était alors ma petite amie, et qu'elle voit que j'écrivais en secret. Et elle me dit « Nicole, es-tu un écrivain ou un chercheur ? Tu as plutôt l'air d'être un écrivain, alors pourquoi ne prends-tu pas ça au sérieux ?» Et c'était un vrai défi pour moi parce que, tout d'abord, je suis une émigrée. Dans un temps qu'immigrée, être médecin est important. Médecin, avocat, ingénieur, voilà la carrière. Et donc, j'avais du mal à me faire à l'idée d'écrire. Qui gagne l'argent en écrivant ? Et qu'est-ce que ça peut être une carrière ? Je ne savais rien de tout ça. Et donc, ma femme m'a encouragée. Elle m'a demandé si je connaissais le programme de maîtrise en beaux-arts. J'en avais aucune idée. Alors, j'ai fait un pari sur l'avenir. Je me suis inscrite à des ateliers d'écriture. Puis j'ai postulé, j'ai été acceptée. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Parce que je me suis dit, wow, après toutes ces années, je n'arrive pas à croire que je faisais enfin quelque chose que j'aimais. Et je me suis lancée. Avec tout ce que vous avez écrit jusque-là, donc pendant ces premières années, avant de vous lancer dans l'écriture d'un livre que vous alliez publier, est-ce que tout le matériel que vous aviez accumulé, vous avez pu l'utiliser lorsque vous avez décidé d'écrire un livre ? Good question. Bonne question. Quand j'ai commencé à écrire, honnêtement, j'ai commencé à m'inspirer de ce que je connaissais, comme le dit Toni Morrison. Et j'ai commencé à écrire sur les femmes avec lesquelles j'ai grandi. Je commençais à écrire sur ma communauté. Je commençais à écrire sur les gens, les Jamaïcains de la classe ouvrière. Et j'ai pensé qu'il était important de faire connaître nos histoires parce que j'ai grandi dans la honte. En me disant, ne parle pas de tes affaires en public. Assure-toi de garder nos secrets de famille secrets. Et donc je pense que j'ai commencé à écrire contre ça, mais aussi en nous incorporant en tant que peuple sur la page.
Bien sûr, la plupart de mes scénarios et intrigues sont de la pure fiction. Je construis ma fiction autour de personnages que j'imagine sur la page, qui sont vaguement basés sur des gens que j'ai connus ou vus, ou parfois je me promène dans les rues et j'imagine un peu ce que serait la vie de quelqu'un, et je le jette sur la page. Et c'est devenu quelque chose de plus grand que ce que j'avais imaginé. J'aime donc avoir ces idées. Et l'une des choses qui m'a le plus frappée, en particulier lorsque j'écrivais Here Comes the Sun, mon premier roman, c'est l'industrie du tourisme et le déplacement des Jamaïcains de la classe ouvrière. Et je me suis dit que je voulais écrire une histoire sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de ça. Les gens voient la Jamaïque comme un paradis, ce qu'elle est. C'est magnifique et j'encourage tout le monde à s'y rendre. C'est juste que parfois, les gens qui travaillent à l'arrière-plan sont rejetés. Ce sont les grooms de la classe ouvrière, les femmes de chambre, les employés de bureau, les personnes qui nettoient les sols, toutes ces choses. Les gens sont ignorés et déplacés hors de leur propre communauté. Et je voulais faire la lumière sur cela. En plus de cela, j'écris sur la sexualité des femmes, et parallèlement sur l'exploitation de la terre elle-même, et l'exploitation du corps des femmes, et bien sûr, j'ai ouvert nos cicatrices postcoloniales, comme on dit. Je sais, c'est beaucoup de choses en termes d'idées à mettre sur cette page, mais je l'ai fait d'une manière qui me permet de parler à travers mes personnages. Pas de manière directe, je peux exprimer à travers mes personnages. D'une certaine manière, je peux exprimer mon insatisfaction vis-à-vis de ma patrie. Et je me sentais suffisamment en sécurité loin de chez moi pour écrire sur mon pays, parce que je pouvais regarder en arrière, avec un regard critique, et avoir la confiance nécessaire pour en parler dans mes romans. Même chose avec Patsy, mon deuxième roman. J'avais envie d'épuiser dans l'immigration et la maternité. Et c'était ma façon de le faire, une fois de plus. Sans taper sur la tête du lecteur, mais en l'aidant à comprendre ce que c'est d'être une femme qui veut laisser sa famille derrière elle. Une femme qui ne veut pas être mère. Une femme qui est également homosexuelle. Qui veut venir aux États-Unis pour vivre une histoire d'amour avec une femme qu'elle aime. Mais qui a le sentiment qu'elle a la liberté de le faire. C'est un endroit où elle va vivre l'immigration et connaître d'énormes déceptions. Et puis je voulais documenter ce que c'est d'être l'enfant de quelqu'un, un enfant qui a été laissé derrière. J'ai donc True, ce personnage secondaire, qui se demande ce que c'est de remettre en question l'abandon de sa mère. Donc, lorsque j'écris, je me dis « Ok, pourquoi est-ce que j'écris ?» Et je me le rappelle sans cesse au fur et à mesure que j'écris. Parce que parfois, un roman, c'est tellement énorme que vous voulez juste abandonner. Mais ce sont les questions que je dois me poser pour continuer à avancer. Pourquoi est-ce que j'écris ? De quoi parle l'histoire ? Parce que parfois, ça peut être... Je suis un grand écrivain, je pourrais probablement juste jouer avec la langue. Mais pour moi, mes histoires doivent parler de quelque chose. Elles doivent aider les lecteurs à transcender sa propre compréhension du monde, à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et à voir ce que c'est que d'être cette personne. Et c'est vrai que vos histoires ont des intrigues très développées, sont très riches, on aborde beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. Par exemple, dans le deuxième, qui s'appelle Patsy, vous parlez d'immigration, vous parlez d'homosexualité, vous parlez d'une femme qui va se réinventer dans un autre pays. Vous abordez la question de la classe ouvrière jamaïcaine, le rêve américain. Il y a beaucoup de choses différentes. Alors, ma question, ce serait... là, on a abordé pourquoi j'écris, mais ce serait plutôt pour qui vous écrivez. Quel est le lecteur à qui vous vous adressez en premier ? Very good question. I'm writing for myself. Très bonne first and question. foremost. J'écris pour moi-même, avant tout. J'écris les livres que j'aurais voulu lire. J'ai mentionné que je suis une grande lectrice, et je me souviens avoir voulu me voir dans les livres, m'entendre dans les livres. Et donc je veux maintenant écrire pour moi-même. Mais aussi, je peux imaginer cette jeune fille qui était comme moi, grandissant en Jamaïque, où la plupart des livres que nous lisions n'étaient pas écrits par nous. Ils ont été écrits par des gens qui sont venus, ont passé la journée, ou peut-être simplement écrits sur une Jamaïque qu'ils fantasment. Et donc, je veux là où le toucher, cette petite fille, ce petit garçon qui veut écrire, et qui peut dire « Eh bien,
j'ai le pouvoir de raconter ma propre histoire aussi. Vous voyez, cet auteur le fait. Je peux aussi. Je pense donc souvent à cela. Et puis, à plus grande échelle, en espérant que oui, je peux aussi inspirer ou toucher la vie d'autres personnes qui lisent mes livres, parce que je parle de thèmes qu'il n'est pas nécessaire d'être jamaïcain, femme ou homosexuel pour comprendre. Tout le monde est tombé amoureux. Certaines personnes font l'expérience de l'amour ou de la perte, du chagrin, de l'acceptation, et aussi du questionnement sur l'identité. Et donc, quand ils verront ça sur la page, ils réaliseront « Oh, je suis passé par là !» Peu importe qui sont les personnages. Et c'est ainsi que se présente mon travail. J'ai lu aussi que vous vous autorisiez à utiliser le patois jamaïcain et que c'était quelque chose d'important pour vous, justement, que vous vous étiez posé la question, est-ce que oui ou non, vous alliez pouvoir utiliser ce patois, est-ce que les gens allaient comprendre ce que vous écrivez? Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Definitely. I want to write Oui, tout à fait. Alors, je veux écrire vraiment sur ce que sont les Jamaïcains. Encore une fois, spécifiquement les Jamaïcains de la classe ouvrière. Deux Jamaïcains ne se parleraient pas en utilisant l'anglais standard. Nous nous glisserons dans notre patois. Je voulais rester fidèle à ça. J'ai donc été très heureuse que la traductrice française Benoît d'Auvergne l'ait conservé. Et j'en ai été très heureuse car l'un des problèmes que pose le maintien de l'identité dans la langue, c'est qu'on entend des gens dire que ce n'est pas traduisible, ce qui est dévastateur pour l'auteur. Mais en même temps, je ne veux pas perdre celle-là. Et je veux être aussi authentique que possible. Nous avons déjà mentionné cette question de l'écriture créative ou creative writing. Et c'est quelque chose qui se développe peu à peu en France, mais qui n'est pas très connu. C'est très nouveau chez nous. J'aimerais donc en savoir plus. J'aimerais savoir si cela vous influence dans votre propre pratique d'autrice, d'écrivaine. Vous enseignez, et est-ce que, en enseignant, vous avez un retour de vos étudiants? Est-ce que c'est comme un cercle? Dites-nous un peu plus sur cette pratique de creative writing. Teaching writing is like writing, which is why Je pense que l'enseignement est comme l'écriture. C'est pourquoi je choisis de le faire. Je ne pense pas que j'aurais pu rester dans la santé publique et écrire. Je veux dire, oui, certaines personnes doivent le faire pour payer les factures. Mais pour moi, l'enseignement de l'écriture est important parce qu'il m'aide dans mon métier. J'enseigne donc à mes étudiants et parfois, mes étudiants m'enseignent aussi. Et cela vous aide aussi à rester dans l'état d'esprit d'un écrivain. Il est si facile de se lancer dans le monde, de ne pas toucher à son travail. J'ai l'impression que l'enseignement de l'écriture me met au défi de m'asseoir avec l'œuvre parce que parfois je parle, par exemple, de certains éléments techniques et je me dis « Ah, nous faisons tous les mêmes erreurs. » Il y a des choses que nous voulons découvrir dans notre propre écriture. Il y a des choses que parfois je dis à mes élèves et ensuite je me souviens « Ah oui, c'est important de se souvenir de tout ça. » Mais j'ai dit aussi à mes élèves qu'il est important d'effreindre les règles parce que là, c'est là que l'histoire se révèle vraiment, quand on ose briser les règles. Mais il est vraiment utile de connaître les règles avant de les briser. En gardant cela à l'esprit, c'est toujours un bon rappel, lorsque j'enseigne, de me rappeler aussi de faire ces choses. Donc j'aime ça. J'aime vraiment enseigner autant que j'aime écrire. Oui, c'est l'une des activités les plus amusantes. Voir les jeunes étudiants s'émanciper. Parce qu'une autre chose que je recherche dans mes classes à l'université, c'est que ces enfants fassent autre chose que ce que leurs parents veulent qu'ils fassent. Je me souviens de moi, j'étais une jeune étudiante en médecine et tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être encouragée. J'avais besoin que quelqu'un me dise « Vous êtes un grand écrivain. Et si vous continuerez à faire ça ?» Et la vérité, c'est qu'un professeur m'a dit ça à l'université. Mais je ne l'ai pas écouté. Parce que, comme je l'ai dit, je ne pouvais tout simplement pas penser ou percevoir faire quoi que ce soit avec l'écriture. Je me disais comment ça marche. Et en connaissant aucun écrivain. Donc, je sers de mentor à mes étudiants. Tous ceux qui veulent de l'aide pour se lancer dans l'écriture et qui veulent se dire que c'est possible, que c'est vraiment possible, je leur montre ça aussi. Vous avez déjà mentionné ce terme de état d'esprit de l'écrivain, de l'écrivaine, état d'esprit de l'auteur. J'aime bien cette expression. Et dans votre vie, existe-t-il justement une routine pour retrouver cet état d'esprit? Est-ce que vous avez une journée parfaite en tant qu'écrivain? Qu'est-ce que c'est pour vous une journée parfaite dans votre propre expérience? Oh, the perfect day is when you can sit and write for... Quand tu peux t'asseoir et écrire toute la journée. Et puis écrire des bonnes scènes que vous ne effacerez pas ensuite. Je ne pense pas qu'un écrivain ait vraiment une routine parfaite.
Disons que j'essaye de me réveiller tôt le matin, à 4 heures. C'est parce que je suis une mère, et donc mes filles ont tendance à se réveiller vers 7h30. J'essaie donc d'en faire le plus possible entre le réveil, la préparation du café, les moments où je m'assois, où j'essaie de me motiver pour écrire, sachant que c'est mon moment de tranquillité et que je peux réfléchir et écrire. Et c'est une journée parfaite. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je me réveille tard. Parfois, mes filles se réveillent aussitôt que moi. Alors, je me lève à 4 heures du matin et la prochaine chose que je sais, c'est que l'un d'eux pleure à 4h30. Et c'est tout, parce qu'ils ne se rendorment pas. Et donc, après avoir accepté que ça ne serait pas une journée parfaite, j'essaie de faire de mon mieux pour équilibrer les deux. Une chose que j'ai maintenant, ma femme et moi avons une babysitter qui vient. Donc, je m'appuie sur son aide. Je m'assois donc dans mon bureau privé et j'écris. Et j'essaie d'écrire autant que possible pendant ce temps, sachant que c'est le seul créneau horaire que j'ai, de 10 à 18. J'écris autant que possible, mais ce n'est pas tous les jours un bon jour pour écrire. Je l'accepte. Mais revenons à la question, pourquoi est-ce que j'écris ? Lorsque je commençais à penser à cette question, je me motive à terminer le projet, en sachant que c'est important et qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la journée, mais je peux écrire. Et c'est ce que j'apprends. Nous avons donc déjà parlé de certains thèmes abordés dans vos livres, et il y a une chose très importante dont j'aimerais discuter avec vous, c'est le thème bien sûr des lesbiennes, de la vie des lesbiennes. Car il est vrai que les lesbiennes ne sont pas très visibles dans la littérature, même dans la communauté LGBTQ. Nous parlons beaucoup des gays, mais parfois les lesbiennes sont un peu à l'écart. C'était donc important pour vous d'aborder ce thème, ou pas ? Absolument, c'était vraiment important. C'était aussi important que d'écrire sur des Jamaïcains de la classe ouvrière, parce que c'est aussi une partie de mon identité. Et en tant que lectrice qui voulait se voir sur la page, je voulais voir tous mes moi sur la page. Donc une femme jamaïcaine, lesbienne, à la peau foncée, issue de la classe ouvrière, je voulais voir ça. Alors bien sûr, il y aura des personnages qui représenteront cela pour moi. Je voulais aussi jouer avec le fait que nous sommes des gays ou des lesbiennes, mais que nous avons aussi toute une histoire, toute une vie beaucoup plus riche. Donc, si vous remarquez, la plupart de mes histoires ne sont pas guidées par cela, par le fait qu'elles soient lesbiennes ou gays. Je devrais dire, parce que Patty ne se qualifierait pas de lesbienne, pas plus que Margot dans Here Comes the Sun. C'est toute une complication avec le langage en termes d'identification de mes personnages. Mais je voulais que l'histoire centrale porte sur ce qu'elles doivent faire pour survivre, que ce soit en Jamaïque ou aux États-Unis. Et c'est donc là que se trouve le cœur de l'histoire. Mais il se trouve que c'est une histoire queer. Mais c'est important pour cette visibilité, car je veux que les lecteurs se disent en lisant le livre « Waouh, j'existe sur cette page, je me sens moins seule au monde ». Il y a autre chose dont je voudrais parler avec vous. Hier, j'ai assisté ici à Vincennes au débat sur l'immigration. Et une idée qui m'a beaucoup intéressée, c'est celle du rêve américain, the American Dream. Ce rêve, vous expliquez que c'est seulement la 2e génération, voire la 3e génération d'immigrants qui peut le vivre, parce que souvent les premiers immigrants arrivés au pays galèrent et ce sont leurs enfants qui peuvent en bénéficier. Mais j'aimerais creuser donc cette question avec vous du rêve américain. Qu'est-ce que c'est ? What is that? What is the American dream? Yeah. You know, Ta-Nehisi Coates. Le rêve was américain actually here at the Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le rêve américain ? Ta-Nehisi Coates, qui est d'ailleurs présent au festival, a écrit un essai brillant à ce sujet. Et je me souviens avoir tourné autour de ça. Qu'est-ce que le rêve américain ? Il n'existe pas. C'est un fantasme. C'est vraiment un fantasme. Et beaucoup d'immigrants adhèrent à ce fantasme, puis réalisent très vite qu'il n'existe pas. C'est aussi très subjectif. Et donc pour moi, je devais écrire en accord avec ça. En m'asseyant pour écrire Patty, par exemple, je voulais documenter ce qu'est la vie d'un immigrant. Donc oui, elle arrive en Amérique, réalise, oh mon Dieu, le racisme qu'elle vit. Et elle a déjà vécu en Jamaïque. La lutte des classes et le colorisme existent aussi en Amérique, ainsi que l'homophobie. Mais pour elle se rendre compte de cela, je dois le lui donner, le décrire d'une manière telle que non seulement Patty le découvre, mais que le lecteur le découvre aussi. Parce qu'il y a probablement des gens qui croient encore aujourd'hui que le rêve américain existe. C'est vrai. Mais c'est comme ça pour une femme qui n'est pas aussi éduquée, qui vient de la classe ouvrière, qui rêve de ce rêve américain, mais qui ne peut pas l'atteindre. Alors à quoi ressemble-t-il ? Et je pense que Patty a fini par voir à quoi ressemble le cauchemar américain. Pour certaines personnes, c'est un cauchemar américain,
où vous arrivez, vous réalisez que vous êtes en marge de la société. Si vous n'avez pas la bonne couleur, si vous n'avez pas les bons statuts financiers, la bonne classe, le bon genre, toutes ces choses, vous pouvez toujours exister en marge de la société. Et donc, vraiment, tout d'abord, qu'est-ce qu'est un Américain? Et qu'est-ce que le rêve américain? C'est toujours un terme très ambigu. Et c'est effrayant de savoir combien de personnes s'y accrochent encore et deviennent folles parce qu'elles ne peuvent pas l'atteindre. C'est comme courir après un fantôme ou une chose insaisissable et s'effondrer à la fin de la journée en réalisant que je suis un échec. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Barrington dans Patsy quand il a sauté du queue du métro. Parce qu'il a dit qu'il n'était que la moitié d'un homme. Et je voulais jouer avec ça. D'abord la masculinité, les hommes qui grandissent dans la société avec le sentiment qu'ils doivent être capables de subvenir à leurs besoins et d'être forts. Et qu'arrive-t-il à un homme écrasé par le cauchemar américain? Il est vaincu. Et cela le mène malheureusement à la mort. Mais ça a fait réaliser quelque chose à Patty. Il lui a fait réaliser. Je suis venue en Amérique pour vivre. Je ne suis pas venue pour mourir. Et en termes de vie, c'est plus comment elle trouve sa propre joie personnelle. Ça n'a plus rien à voir avec le rêve américain. Tout a à voir avec sa joie personnelle. C'est qu'elle désire. Et Barrington était là, dans le livre, pour l'aider à en arriver là. Peut-être que la dernière chose dont on peut parler aujourd'hui, c'est le sujet de la maternité. Je sais que c'est un sujet très important dans le livre Patsy. Patsy, donc cette mère qui a abandonné sa fille ou son fils, devrait-on dire, je ne sais pas, qui s'appelle True. You'll be right either way. You'll be right either way because True, Patsy's offspring. Tu as raison dans les deux cas, parce que probablement si True était dans cette interview, True dirait que je suis sûre que je ne suis ni fille ni garçon. Je suis True, et c'est comme ça. Mais pour le bien de la langue, j'ai pensé, Patsy a laissé sa fille derrière elle, qui avait 5 ans, et elle a laissé sa fille True derrière elle, parce qu'elle sentait qu'elle n'avait rien à lui donner. Elle se sentait si épuisée, si vaincue, qu'elle ne pouvait même pas regarder sa fille dans les yeux. Et c'était quelque chose que je voulais montrer. En plus de cela, elle ne sentait pas qu'elle avait la capacité d'être une mère. Et Patsy ne voulait vraiment pas d'enfant, mais elle n'avait pas le choix, malheureusement, de se faire avorter. Elle a fini par continuer à élever True, mais en réalisant qu'il n'y avait pas de connexion, pas d'instant maternel. Et donc tout cela a contribué à sa fuite. Elle s'est enfuie. Et vous pouvez penser, c'est une issue facile, partir. Mais il s'avère que cela a hanté Patsy pendant longtemps. Même si elle pensait que l'Amérique allait la rendre heureuse, que si ce lit allait la rendre heureuse, sa dépression était omniprésente lorsqu'elle essayait de survivre aux États-Unis. Et je voulais exprimer que d'un côté, les gens pourraient dire « Oh, Patsy est terrible ». Je voulais vraiment explorer ce que c'est pour une femme qui veut être libre, qui veut cette liberté et qui pense « Je ne suis pas ce que la société attend de moi. Je refuse d'être mise dans une boîte. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je veux être mère. » Et Patsy, à sa façon, exprimait cela. Elle ne pouvait pas le verbaliser, elle ne pouvait le dire à personne. Et je voulais écrire cette histoire parce qu'il y a des femmes qui ressentent la même chose. Certaines d'entre elles n'ont peut-être même pas d'enfants. Et quand les gens leur demandent « Quand est-ce que tu vas avoir un bébé ?» et qu'elles doivent forcer une réponse ou en quelque sorte naviguer dans ce moment embarrassant, c'est à Patsy pour ces femmes de venir à la page et de dire « Ah oui, je pensais que ce n'était pas si mal, non ?» Je veux dire, certaines n'ont peut-être pas traversé l'épreuve de laisser un enfant derrière elles. Mais au moins, en voyant cela, on se demande ce qu'il advient d'une femme qui n'en a jamais voulu et qui finit par devenir elle-même. Mais une chose qu'elle a donnée à True était la liberté. Dans une lettre qu'elle a écrite et qui était très honnête, disant « Maintenant, je veux te libérer ». Ce qui signifie qu'elle la libère du traumatisme générationnel qu'elle fuyait également, afin que True puisse maintenant commencer sa vie sur une page blanche. Et que le passé ne leur dicte pas comment elles vont vivre. Et donc, c'est ce que je voulais exploiter dans l'aspect maternité de Patsy et montrer une autre chose que Mama G a fait. Vous voyez ce que Patsy a fait à True, parce que Mama G, la mère de Patsy, a quitté Patsy pour l'église. Elle n'est pas partie physiquement, elle est partie mentalement et émotionnellement. Elle était plus dans le culte de l'adoration de sa croix et des figurines de Jésus que de voir les besoins de sa propre fille. Et Patsy, dès son plus jeune âge, ne se sentait pas digne, ne méritait même pas l'amour de sa mère. Et d'une certaine manière,
Alors qu'elle devenait une femme et une mère elle-même, la même chose s'est reproduite. Je voulais donc montrer ce traumatisme générationnel et son origine, du moins dans mon livre, où Patsy n'a pas été maternée. Alors comment pouvez-vous être une mère si vous n'avez jamais été maternée ? Il faut certainement faire des efforts supplémentaires pour y arriver. J'ai également parlé à des personnes qui sont devenues parents et elles m'ont avoué qu'elles avaient probablement eu des pères ou des mères terribles et qu'elles devaient trouver quelque chose en elles-mêmes pour dire que je ne suis pas eux et je vais aimer mon enfant. Dans mon livre, Patsy n'a pas eu la force de le faire. Alors, elle a fui. Mais elle a quand même donné à Trou la capacité de dire « ça s'arrête avec moi, ça s'arrête avec nous, tu peux aller de l'avant ». Et si Trou devient un jour parent, ça ne sera pas pareil. Il ne sera pas coincé dans le passé. Je crains que nous devions bientôt arrêter notre interview, le temps passe. La toute dernière question que j'aimerais vous poser, c'est toujours celle que je pose à la fin de ces podcasts, c'est que si quelqu'un vient vous voir, qu'il a envie de se lancer justement pour écrire un livre, et vous demande un conseil, quel conseil lui donneriez-vous? Ooh, good question. A great question. Oh, I would say read. Read as much as possible. That's really where I got my... Une excellente question. Alors je dirais, lisez autant que possible. C'est vraiment là que j'ai acquis ma confiance, ma façon de manier les mots, en lisant Toni Morrison. J'ai considéré Toni Morrison comme un grand mentor dans ma tête, parce que c'est toute sa prose, la façon dont elle parle des femmes sur la page et de leur sexualité. J'ai eu la permission de Toni Morrison. Zora Neale Hurston, qui écrivait du dialecte dans ses dialogues, m'a donné la permission d'écrire du patois. Et donc, si vous remarquez, pour moi, la lecture m'a beaucoup aidé à écrire. Je dirais à tout écrivain de lire beaucoup, et cela vous amènera loin. C'est un excellent conseil. Et je recommande à tous nos auditeurs de commencer par les livres de Nicole Denise Benn. Yes, oh, thank you. Thank you. Yes, absolutely. Thank you again. Yes, it was a pleasure. These are great questions. Pleasure for me. Yes. Bye-bye. Bye. Bonjour Nicole Denise Benn. Bonjour. I'm very happy to welcome you to this podcast today. Thanks for having me. Here we are in Vincennes for the festival called America. And let me just briefly introduce you to our listeners. So, Nicole Denise Benn, you are from Jamaica. You are born and raised in Jamaica. Yes. But now you live in the United States of America. Yes. You are teaching creative writing in Princeton University. We will talk about this later. You live in Brooklyn? Yes, currently with my wife and 2 boys, 2 sons. Perfect. So I have the right information. I'm happy. But most of all, you are the successful writer of 2 novels. So in 2016, the first one was called Here Comes the Sun. The French title is Rends-moi fier. And in 2019, the new book is called Patsy. The French translation has been published this year in France. Yes. And the French title is Si le soleil se dérobe. Yeah, beautiful translation, by the way. So in France, your editor said Les Éditions de l'Aube, and the translator is Benoît d'Auvergne. Okay, so now we have introduced very, very generally. Yes. So my first question will be, why did you start writing? What was the impetus? Why did you start? I really started writing, to be honest. First of all, I started writing in high school. I was, I dabbled in writing stories. I was a reader, a big reader. I read Sweet Valley Twins, the book Babysitter's Club, Nancy Drew. So I was always reading. And so I would write my own stories, and so it was really fun. I thought it was a fun activity. But when I migrated to the United States at 17, I was really homesick. And writing actually became a comfort to me. I started writing poetry. I started writing longhand, just anything that would come to mind in my journal. And that was how I was able to keep some sense of self and be less lonely. So that's when I started writing seriously, I thought. But I showed no one. It was just me writing for myself, just to cure my homesickness.
And I wrote secretly throughout college, throughout graduate school, throughout a career in public health, and until I met my wife, who was then my girlfriend, and she saw that I was writing in secret, and she said to me, Nicole, how is it that are you a writer or a researcher? You seem more like you're a writer, so why don't you take it seriously? And that was a real challenge to me because, first of all, I'm an immigrant. So as an immigrant, you're told being a doctor is important. Doctor, lawyer, engineer, those are the careers. And so it was hard for me to wrap my mind around, wait, writing? Who makes money from writing? Could it be a career? I knew none of that. And so my wife encouraged me. She said, well, do you know of MFA programs, Masters in Fine Arts? And I had no idea. So I took the leap of faith. I got myself into writing workshops, and then I applied and got in. And that was something that was important to me because I'm like, wow, after all these years, I couldn't believe that this is now, I'm finally doing something I love. And I ran with it. I ran with it. Yeah. So, and with all what you have already written from this early stage until the day you decided to write a book, could you use all this material you have accumulated so far? Or? Yes, good question. When I started writing, honestly, I started grabbing from what I know. You know, as Toni Morrison says, write what you know. And I started writing about the women I grew up with. I started writing about the community. I started writing about the people, working class Jamaicans. And I thought it was important to put our stories out there because I grew up, respecting shame, saying don't talk about your business in public. Don't make sure, keep our family secrets. And so I think I started writing against that, but also incorporating us as a people on the page. And then, of course, most of my storylines, the plots are definitely fiction. I just build my imagination around, the people who I imagine on the page, who are loosely based off, people I've seen or known, or sometimes I'll be walking the streets and I kind of sometimes imagine what somebody's life would be like. And I just dump it on the page. And so it just became something bigger than I imagined it to be. So I love having these ideas, and one of the things that stood out to me, especially as I was writing Here Comes the Sun, which was my first novel, it was about the tourism industry and displacing working class Jamaicans. And I thought to myself, I want to write a story about that because, again, we don't talk about that. People see Jamaica as paradise, which it is. It's beautiful, and I'd encourage anyone to visit. It's just that sometimes the people who are working the backgrounds, they get dismissed. So these are working class Jamaicans who are the maids, the desk clerks, the people who clean, the floors. All these things, people are ignored and displaced out of their own communities. And I wanted to shed light on that. In addition to that, writing about sexuality, women's sexuality, and saying, paralleling that, the exploitation of the land itself with the exploitation of women's bodies. And of course, opening up our post-colonial scars, as we call it. And so, yeah, it was a lot. I know I've said a lot in terms of ideas to put on that page, but I did it in a way where I could speak through my characters, not in a didactic way, but in a way I can speak through my characters, in a way I can express my dissatisfaction with home. And I felt safe enough being away from home to write about home because I could look back with a critical lens and have the confidence to now talk about it in my novels. Same with Patsy, my second novel. I wanted to tap into immigration and motherhood, and that was my way to do it, once again, without beating the reader over the head, but helping them to understand what it's like to be a woman who wants to leave her family behind, a woman who does not want to be a mother, a woman who is also queer, who wants to come to the United States to have a romance with a woman she loves, but feeling that this is a freedom to do it. This is a place where she'll be upwardly mobile, but being let down in huge ways. And then I wanted to document what it's like to be the child of someone, a child who was left behind. So I have True, that secondary character,
what it's like for her to be questioning her mother's abandonment. So those are the things that when I'm writing, I'm like, okay, what am I writing against? Why am I writing? And keep reminding myself that over and over again as I go through the books, because sometimes novels can be so huge and sometimes you just want to give up. But these are the questions I have to ask myself to continue going. Why am I writing? Who is this? Who am I writing for? And most importantly, as for me, what is the story about? Because sometimes it could be I'm a great writer. I could probably write with language and it's language. But for me, my stories have to be about something. It has to help the reader to transcend their own understanding of the world, to step inside somebody else's shoe and see what it's like to be that person. Yes, and it's true that your two novels are very rich. There are a lot of topics, like in the second one, like Patsy. Yes. You've got immigration, you've got a queer woman trying to reinvent herself in another country. You got the working class Jamaica, but the path to yes. the path to the American dream, as we can say. But there are a lot of different things in this novel. So. Yeah. Who are you writing for? I mean, your first, the reader you want to talk to, like, yes, oh, that's like a intimately. Good question. Very good question. I'm writing for myself first and foremost. I'm writing books that I would have wanted to read. I mentioned that I'm a big reader, and I remember wanting to see myself in books, hear myself in books. In terms of my accent, the way I speak, and for a very long time that did not happen. And so I want to know, right for myself, but also I kind of imagine that young girl who was like me growing up in Jamaica, where most of the books that we read weren't written by us. They were written by people coming, spending the day and maybe just writing about the Jamaica that they think exists. And so I want to touch her or him, and like a little girl, a little boy who wants to write, say, well, I have the power to tell my own story as well. See, this author is doing it, I can as well. And so I often think about that. And then on the larger scope, hoping that, yes, I can also inspire or touch the lives of other people who are reading the books. And because I talk about themes that you don't have to be Jamaican or woman or queer to get it, to understand it. And so everybody has fallen in love. Well, some people, has experienced love or loss, grief, acceptance, and also questioning identity. And so when they see that on the page, they'll realize, it's I've been there. I've been there, regardless of who the characters are. And so that's how I want my work to come off. I've read that you allow yourself to use the Jamaican patois. Yes. And that was something important for you. Can you tell us more about this point? Definitely. I want to write true to who Jamaicans are. Once again, specifically working class Jamaicans. Two Jamaicans would not be talking to each other unobserved using standard English. We'll slip into our patois. And so I wanted to stay true to that. And so I was so happy when the French translator, Benoit, kept that. And, I was really happy about that, because one of the worries with maintaining identity in language is that you would hear people say, well, it's not translatable. And that is devastating to the author, but at the same time, I don't want to lose that. I want to actually be as authentic as possible. So one point we mentioned in the beginning was that you are teaching creative writing. Yes. And it's something that it's developing in France here, but it's not so well known. I mean, it's very new. Yes. So I'd like to know more about it. And is it influencing you? Yes, you are teaching, so of course you have many techniques, but how does it work? Like, is it like a circle, like you are teaching, but then people teach you too? Yes. How does that work? This creative writing thing. I think teaching writing is like writing, which is why I opted to do it. I don't think I could have remained in public health and write. Yes, some people have to do it to pay the bills.
for me, teaching writing is important because it really, yes, it helps my craft. So I'm teaching my students, and sometimes my students teach me as well in terms of craft. And it also helps you to still stay in the mindset of a writer. It's so easy to go off into the world and not touch the work. I feel like my teaching writing challenges me to sit with the work. Because sometimes I'll be speaking, for example, about some elements of craft, and I'll be thinking, we all make the same mistakes. We all, there are things that we want to find out in our own writing. There are things that about sentence structure that sometimes I'll tell my students, and then I remember, it's important to remember all of that. But I also tell my students it's important to also break the rules, because that's when the story really comes forward, when you dare to break the rules. But it's really helpful to know the rules first before you break them, so keeping that in mind, it's always a great reminder when I'm teaching it to also remind myself, to do these things. So I enjoy it. I really love teaching as much as I love writing. Yeah, it's one of the fun activities for me. I mean, seeing young students just come alive, because another thing that I look for in my classrooms in college is that I look for those kids who are, doing other things that their parents want them to do, engineer, and I remember myself, I was a young pre-med student, and all I needed was encouragement. I needed somebody to say, you're a great writer. How about you continue doing this? And the truth is, one professor did tell me that in college, and I didn't listen to him because, like I said, I just couldn't couldn't perceive doing anything with writing if I'm going to be a doctor. I was like, how does that work? And not knowing any writer. So I serve as a mentor for my students, anyone wanting that help to get into writing themselves, and saying it's possible. It's really possible. So showing that to them as well. You mentioned the term author mindset. I like the expression author mindset. Is there in your life as a writer author routine? Like do you have a perfect day of a writer? What's the perfect day of your experience? The perfect day. The perfect day is when you can sit and write forever and then write good scenes that you won't delete afterwards. I don't think any writer really has a perfect routine. I think it really, let me say, I attempt to wake up early in the morning at 4 a.m. That's because I'm a mother. And so my sons, they tend to wake up around 7:30. So I try to get as much in as possible. I mean, between waking up, making coffee, sitting down, trying to motivate myself to write, knowing that this is my quiet time and I can think and write. And that's a perfect day. It doesn't happen all the time. Sometimes I oversleep. Sometimes my sons wake up or as early as I wake up. So I'll be up at 4 a.m. and then next thing I know, one is crying at 4:30 and that's it, right? Because they're not going back to sleep, and so I have to accept it. I have to, accept that, there's not going to be a perfect day and try my best to balance the two. One thing I have now is my wife and I have a babysitter come in and I utilize her help. So I'll sit in my private office space and write and try to write as much as possible during that time, knowing that, well, this is the only time slot I get from 10 a.m. to 6 p.m., which that doesn't, I write as much as possible, but not every day is a good writing day, so accepting that. But back to the question, why am I writing? When I start thinking about that question, I motivate myself to finish the project, knowing that this is important. And yes, life happens, but I can write around it, and so that's what I'm learning. So we already talked about some of the themes in your books. One, of course, very important theme I'd like to discuss with you is the lesbian visibility of the lesbian life. Yes, because it's true that lesbians are not so visible even in the LGBTQ community. We talk a lot about gay, but sometimes lesbians are a little bit aside. So. Yes.
Was it important for you, like in your novel? Definitely. This topic is like. It was definitely important. It was as important as writing working class Jamaicans on the page, because that's a part of my identity as well. And coming from as a reader who wanted to see myself on the page, I wanted to see all myselves on the page, right? Lesbian, dark-skinned, working class Jamaican woman. I wanted to see that. So of course, there are going to be characters who represent that for me. And so I also wanted to play around with the fact that, well, we're queer or lesbians, or also gay, but we also have a whole story, a whole life besides that. So if you notice, most of my stories, the plot is not driven by them being lesbians, or queer, I should say, because Patsy wouldn't call herself a lesbian. No, neither would Margot. Here Comes the Sun. They'll probably, there's a whole complication with the language in terms of how my characters would identify. But I wanted the central story to be about what they have to do to survive, be it in Jamaica or be it in the United States. And so that's really where the crux of the story, but it just happened to be queer. Yeah. But it's important for that visibility because, I do want that readers to come to the page and say, wow, I exist on the page, and not feel so alone in the world. There's another thing. Yesterday I was at the debate here about immigration. And so I was very interested about the notion of, the American dream and the second generation of immigrants can live it, or maybe the third, or it depends of course of the family history. But can you talk a little bit about that point? That's a good this question. This American dream, right? Because living the even American to this dream. day, we're like, what is that? What is the American dream? Ta-Nehisi Coates, who is actually here at the festival, wrote a brilliant book, Between the World and Me. And I remember circling that. What is the American dream? It does not exist. It's a fantasy. It's really a fantasy, and a lot of immigrants buy into that fantasy. Then realizing very quickly it does not exist. Very subjective as well. And so for me, I had to write true to that. So sitting down to write Patsy, for example, I wanted to document what it's like for an immigrant to, come to America and realize, oh my gosh, the racism that she's experiencing, she has already experienced it in Jamaica. Classism, colorism, is all in America as well. And for her, and also homophobia as well. But for her to actually come into that, I had to give her, I had to actually describe it in a way where not only is Patsy finding out, but the reader is also finding it out as well. Because, there are probably some people still to this day may believe that the American dream exists, right? But showing what it's like actually for a woman who's not as educated, who's coming from a working class position, who is dreaming of this American dream, but it's so unattainable to her. So what is that like? And I thought Patsy ended up seeing what the American nightmare is like, which I just had a panel on this where it's for some people it's an American nightmare where you're coming, but you realize you're on the margins of society if you don't have the right color, if you don't have sometimes the right financial status, the right class, the right gender, all these things, you can still exist on the margins. And so really, first of all, who is an American and what is the American dream? It's still a very ambiguous term, and it's just so frightening to know how many people still cling to it. And then, drive themselves insane because they can't attain it. It's like chasing a ghost or chasing some elusive thing and realizing, then crashing at the end of the day, realizing, oh, this is what, I'm a failure. And that's really what happened with Barrington in Patsy when he leapt off of the subway platform, because he said he's half of a man. And I wanted to play around with that. First, masculinity, men
growing up in society feeling that they have to be able to provide and be strong. And what happens to a man crushed by the American nightmare? He's defeated, and it unfortunately led to his death. But it made Patsy realize something. It made her realize, I came to America to live. I did not come to die. And in terms of her living, it's more, once again, how she finds her own personal joy. It has nothing to do anymore with the American dream. It now has to do with her personal joy, what she desires. And Claudette was there in the book to help her to get to that point. And maybe the last thing we can talk about today is motherhood. Yes, yes. I know it's a very important point in the Patsy. Yes, thanks for that question. Because she left the Jamaica without her or his. Yeah, without True. Yes, You'll be right either way. You'll be right either way, because True, Patsy's offspring. True would probably, if True were in this interview, True would say that I'm True. I'm neither girl or boy. I'm True. Right, exactly. But for the sake of language, I thought, yes, Patsy left a daughter behind, who was 5 years old, and she left her daughter True behind because she felt she didn't have anything to give to True. She felt she was so depleted, so defeated that she couldn't even look her daughter in the eye, and that was something that I wanted to show. In addition to that, she didn't feel like she had the ability to be a mother. And unfortunately, Patsy really wanted, she didn't have a choice, unfortunately, to have an abortion. She ended up still raising True, but realizing there was no connection, there was no maternal instinct. And so all of that contributed to her running. She fled, which at first you think, that's the easy way out, leaving. But it turns out that this actually haunted Patsy for a long time. Even though she thought, America's going to make me happy, Sicily's going to make me happy, it still, like her depression, loomed large as she tried to navigate the United States. And I wanted to express that, on one hand, people might say, Patsy is terrible. But I really wanted to explore what it's like for a woman wanting that freedom and thinking, I'm not what society expects me to be. I refuse to be put in a box. Not because I'm a woman means I want to be a mother. And Patsy, in her own way, was expressing this. She couldn't verbalize it. She couldn't tell anyone. And I wanted to write that story because there are women out there who feel that's the same way Patsy feels. Some of them may not even have children. And when people ask them, when are you going to have a baby? And they have to force an answer or, kind of like navigate that awkward moment. It's Patsy's for those women, like to come to the page and say, I've thought that. Not so bad. Right. I mean, some may not have gone through the whole extent of leaving a child behind, but at least seeing this play out. Like, what if, right? Here's a woman who definitely never wanted this. And ultimately she comes into her herself, but then realizing, of course, it was a little too late to mother True. But one thing she gave True was freedom in a letter that she wrote, and was very honest, saying, now I want to set you free. Meaning that she's setting her free from the generational trauma that she was running away from as well. And so so that True can now start her life or their life with a clean slate, not feeling as defeated and having their defeat dictate how they're going to live. And so that's what I wanted to tap into with motherhood aspect of Patsy, and showing that another thing to Mama G did to Patsy what Patsy did to True, because Mama G, Patsy's mother, left Patsy for the church. She did not leave physically. She left mentally and emotionally. She was more into worshiping, her cross and the Jesus figurines, than seeing the needs of her own daughter. And Patsy, that stuck with Patsy. From a very young age, she didn't feel like she was worthy, and she wasn't even worthy of her mother's love. And somehow, as she grew into a woman and became a mother herself, the same thing happened. And so I wanted to also show that generational trauma and where the mentality actually came from. And at least in my book,
the seed was planted then, where, you know, Patsy wasn't mothered. So how can you be a mother if you have never been mothered? You know, you definitely have to work extra hard to do it, you know. And I've also spoken to individuals who became parents, and they would say, you know, someone would confess that they probably had terrible fathers or terrible mothers, and they have to find something within themselves to say, I'm not them, I'm going to love my child. So that's, in my book, I wanted, Patsy didn't have that strength to do that. So she fled, but she still gave True the ability to say, it stops with me, it stops with us. You can move forward, and if True ever becomes a parent, you know, they're not, I'm going to say they are not going to be stuck in that continuation of that. Yeah, so that was a lot I said, so hopefully it makes absolute sense. Yeah, we can see how rich the second novel, than the first two. Yes. I'm afraid that we have to stop soon our interview. So the very last question I like to ask you is I'm always asking the same question in this podcast, is if there's someone who want to start writing, who has never read before. Yes. Do you have an advice? Ooh, good question. A great question. Oh, I would say read as much as possible. That's really where I got my my confidence, my way with words, by reading. Toni Morrison, I look to Toni Morrison for me as a great mentor in my head, because I just love her prose, the way she writes women on the page, and she taps into their sexuality. And so I got permission from Toni Morrison. Zora Neale Hurston, who wrote Dialect in her dialogue, gave me the permission to write patois. And so if you notice, for me, like, reading definitely helped a lot with my writing. And so I would say to any writer who wants to be yes, you're a writer. Even if you have not touched the pen to paper, I would say to any writer or a writer to be, read a lot, and it will take you far away. That's a very good advice. And starts with the novels of Nicole Dennis-Benn. Yes, thank you. Yes, absolutely. Thank you again. Yes, it was a pleasure. These were great questions. Pleasure for me. Yes. Bye. Bye. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.